Salut frater. Salut Doc, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très très bien avec ce beau temps. Aujourd'hui donc on se fait un petit live tous les deux pour présenter à nos auditeurs et spectateurs respectifs la manière de procéder pour s'auto-publier, hein, c'est ça? Bah oui, c'est ça, ouais, c'était suite à une question, je crois, de Delphine sur ton live sur comment s'en sortir. Ouais, comment s'en sortir au quotidien avec Ouais, des pour mettre du beurre dans les épinards quoi, oui. c'est ça. Et Delphine avait posé la question de comment on faisait pour s'auto-éditer sans passer forcément par Amazon. Donc, Exactement, parce que c'est vrai qu'Amazon, on n'est pas forcé de rentrer dans leur jeu de crooks, de voleurs. Et puis, il y a des avantages aussi à être distribué ailleurs, comme j'imagine tu nous expliqueras, hein, ouais, ouais, pas de problème, ouais, 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 ouais. Ouais, et sans puis passer par les multinationales, quoi. Oui. oui, c'est ça. Après, il y a des avantages et des désavantages à passer par les multinationales. Par exemple, Amazon, si on va par là, ils ont des couvertures rigides qui coûtent beaucoup moins cher que chez un petit éditeur. Mais bon, après, on en parlera plus tard, de toute façon, dans la Oui, oui, discussion. oui. Je pense que au niveau des coûts d'impression, comme ils ont peut-être beaucoup plus de capacité, naturellement, ça doit faire baisser les coûts, j'imagine, par rapport aux autres. Ah ouais, mais clairement, ouais, 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 ouais. Hmm. Énormément. Eh ben c'est nickel. Donc là aussi, hein, moi je pense que c'est important pour les gens qui ont envie d'écrire, etc. C'est libérateur. Aujourd'hui, vous pouvez vous publier vous-même vos bouquins et c'est une manière non seulement de vous libérer j'imagine, en disant ce que vous avez sur le cœur ou etc. Mais aussi de mettre du beurre dans les épinards si c'est votre objectif aussi, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Et puis, enfin, il y a des fois, il y a des écrits que, enfin, moi, je sais que j'ai fait beaucoup ça. J'avais des écrits, des articles de blog et autres, qui sont tous détachés les uns des autres et parfois les remettre ensemble, réajuster un petit peu toute sa pensée et puis créer un livre. Ça te permet aussi Absolument. de structurer l'esprit, en fait, de mettre sur le papier exactement comment toi tu l'as vu, quoi. Ouais, intéressant. Il y en a un qui a fait ça, dont j'espère retrouver le nom. C'était un blog anglais complotiste entre guillemets. Comment il s'appelait? Ouais, je vais retrouver le nom. Où chaque chapitre, en fait, tu sais, j'ai lu quelques chapitres où il parle de Aleister Crowley, etc. Et du coup, le site web a édité un bouquin en mettant en page tous les différents articles. Ouais, bah oui, oui, ouais. Bah moi c'est un petit peu, enfin c'est pas totalement comme ça que je fais, mais il y a des parties, par exemple des livres, enfin du premier livre que j'ai écrit, qui sont en gros des bouts d'articles que j'avais fait et que j'ai revu à ma manière, en rajoutant d'autres choses, en essayant d'expliquer un peu plus profondément ce que j'avais mis dans l'article. C'est pas mal aussi, ouais. C'est vrai que, enfin, moi j'aime bien faire ça, c'est-à-dire qu'au début je fais des articles et puis après je reprends tout ce que j'avais et je le remets en forme pour pouvoir l'éditer, en fait. Ouais, 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 je vois. Euh, Ça marche. J'avais un truc à dire qui m'échappe. Donc, bah écoute, je te laisse nous présenter ton savoir-faire si tu as envie. Ouais, bah déjà, on peut commencer par pourquoi l'auto-édition, peut-être, parce que du coup, Ah ça oui. permet aussi de comprendre pourquoi on passe par des auto-éditeurs. Enfin, Ouais. en règle générale, l'auto-édition, c'est des imprimeurs, hein, ils font rien de plus que de l'impression. Alors certains ont, en plus de l'impression, ils te vendent des services additionnels pour faire ta couverture, pour faire ta pub, pour faire ce genre de choses. Mais si tu as envie de faire tout seul, bah déjà, tu peux tout faire tout seul. C'est un des points principaux. Hmm. Après, il y a un autre point, c'est que quand tu veux bosser avec des grands éditeurs, tu es obligé de leur envoyer des manuscrits qui vont foutre à la poubelle la plupart du temps. Hmm. Euh, Ils vont les refuser si c'est controversé, si c'est complotiste, si ça traite de sujets comme j'ai parlé par exemple dans Epignosis sur de la manipulation mentale et de l'ésotérisme. Là, ils vont carrément même pas te répondre en fait. Euh, C'est clair. donc voilà. Et puis moi, je suis un petit peu anard, hein, tu me connais. Ouais. Et donc je sais que j'aime pas qu'on retouche mes livres, c'est-à-dire qu'on me dise non, ce chapitre-là ça va pas parce que tu parles de tel sujet et que tel sujet ça passe pas. Moi, j'ai envie de gérer tout ce que j'écris et tout ce que je publie en fait.
Et ouais, sans être caviardé, quoi. C'est ça, c'est ça, sans qu'on te retire des passages entiers ou qu'on dise ah non non tu peux pas parler des élites. Bon, je fais ce que je veux quoi. Voilà. C'est clair. Attends, au conseil d'administration, putain, il y a machin et truc dont tu parles dans ton livre, quoi. Donc tu m'enlèves ce chapitre tout de suite. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un peu ça. Et puis voilà. Et puis après, par contre, l'intérêt du grand éditeur, c'est que tes livres, ils sont imprimés par dizaines ou centaines, donc ça réduit les coûts. C'est ce qu'on disait. Oui. C'est lui qui va s'occuper de la promotion du livre, ce que tu peux pas faire quand tu le fais tout seul. Enfin, t'es obligé de le faire toi-même, quoi. C'est peut-être le plus dur pour un particulier. Hein. Ouais, je pense que c'est le plus compliqué. Après, ça dépend si c'est des sujets de niche, ça va vite. Parce que, en gros, il suffit que tu fasses une discussion sur un blog ou tu discutes sur un podcast vraiment bien spécifique sur le sujet de ton livre. Là, ça peut te ramener des gens. Mais il faut vraiment que ce soit du marché de niche, en fait. Comme l'ésotérisme, c'est du marché de niche, tu vas avoir que quelques personnes qui vont l'acheter. Mais ça va être bien spécifique. Et donc, ces gens-là vont y aller parce que ils sont intéressés par le sujet. Oui. Donc, il faut aussi un petit peu se former, j'imagine, en référencement sur Internet pour savoir comment dominer ces niches aussi. Enfin, comment savoir quels sont les endroits où il est important de parler de son bouquin, quoi, quand on est à son compte. Oui, il y a ça, et puis il y a aussi toute la partie Google Book. Tu peux mettre des extraits sur Google Book, par exemple. Donc du coup, quand ils recherchent ce sujet spécifique, ils vont tomber sur un extrait de ton livre. Ils n'auront pas tout, ils auront qu'une vingtaine de pages, mais ça permet aussi de donner un avant-goût en fait au lecteur de ce que tu fais quoi. Carrément. Alors après, on peut dire il y a peut-être une alternative aux gros éditeurs et d'un autre côté à l'auto-édition en passant finalement par des imprimeurs. Il existe encore quelques libraires imprimeurs, notamment à Paris, rue Saint-Jacques ou autres, qui tu vas les voir, ils peuvent accepter ou non ton manuscrit et ils s'occupent de tout le reste. Oui, et puis il y a encore des petits éditeurs. Je veux dire, enfin, moi j'ai travaillé avec Sécheta Publications pour une partie de ces livres, et, euh, et en fait c'est un petit éditeur. Il édite pas plus de 100 bouquins à chaque fois, mais au moins tu vois, tu travailles avec quelqu'un, tu sais qui c'est, tu sais comment il a choisi le livre, pourquoi, enfin voilà, tu vois, t'as tout ça derrière. Il y a aussi un relationnel derrière. Ouais, c'est clair. Tu as Ethos Édition aussi, qui est une structure à taille humaine, quoi, qui fait beaucoup de bouquins sur des choses conspirationnistes, entre guillemets, enfin, qui a traduit Fritz Springmeier, tout ça. Tu connais un peu? Mm. Oui. Donc voilà, il y a ça. Après, il y a aussi un autre avantage chez un éditeur en fait, qu'il soit grand ou petit, c'est que c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est dépôt légal, de l'ISBN, qui va faire la relecture, la mise en page, la couverture, enfin tout ce job-là, quoi. Hmm. Ça prend un temps infini sur Ouais. ton bouquin, parce que écrire le livre, en règle générale, c'est pas très long. Le mettre en page pour qu'il soit vraiment comme il faut pour pouvoir être édité, c'est un peu plus complexe. Et en plus de ça, ça demande quelques techniques. Je vais en montrer quelques-unes tout à l'heure, hein, mais Oui. comment bien structurer son livre de façon à pouvoir avoir les chapitres au bon endroit, avoir les bonnes pages bien préparées. En fait, tout ça, ça demande un petit peu de technique. La première fois, c'est compliqué parce que tu es obligé de faire des essais avant de pouvoir en éditer un, quoi. Bien sûr. Et d'ailleurs, je rassure les auditeurs, hein, tu vas nous faire un partage d'écran, on va pas rester dans le noir comme ça tout le temps, on va voir directement ce que tu nous montres. Oui, je vais vous montrer tout à l'heure là. Ouais, on fait l'introduction et puis après, je pense Ouais. on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, Pas donc de finalement, tu problème. disais, gros éditeur, bon, on a peut-être aussi un peu l'impression de vendre son âme au diable, comme avec les labels de musique, je sais pas, ils prennent aussi sûrement une grosse commission sur chacune des ventes, peut-être aussi, je sais pas. Oui, ça c'est un gros point, hein. Par contre, si ça passe par Amazon, parce que je suis aussi sur Amazon, mais Amazon revend le livre qui est édité chez The Book Edition, Hmm. ou si je passe chez un libraire, Amazon ou la librairie va prendre 30% pour elle. Ouais.
Donc ça fait que ça redescend à 6,95 à chaque fois que, quand je vends un livre par le biais d'une librairie, tu vois? Ouais, c'est ça, parce qu'un libraire, il a sa réduction de 30% auquel il a le droit. Et Mmh. donc, il faut prendre ça en compte. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu choisis, j'imagine, l'option distribution chez les libraires, indépendants ou en ligne, c'est que tu as plus peut-être de visibilité puisque tu dois être dans le catalogue général. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça te coûte un petit peu par mois parce que là, je crois qu'on est à 6 et quelques par mois, pour être, chez Rakuten, pour être chez Amazon, pour être aussi chez les petits libraires. Mais en même temps, voilà, tu as plus de visibilité parce qu'il est distribué partout, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, tu nous dis qu'il faut un petit abonnement chez The Book Edition pour ça, ou finalement c'est juste prélevé sur la vente Non, de non, chaque livre? tu peux prendre, l'option ou pas. Ah oui, d'accord. Mais par contre, ce qui m'est arrivé avant que je prenne l'option, parce que je l'ai pris il y a pas très longtemps, je crois que je l'ai pris il y a 3 mois. Ouais. Mais avant ça, en fait, The Book Edition propose quand même ton livre au libraire, mais pas aux grandes plateformes comme Rakuten ou autres. Donc, c'est-à-dire que ton livre, il est quand même disponible sur les trucs des libraires, sur les catalogues des libraires. Mhm. Et du coup, j'en avais vendu 2 ou 3 déjà dans des petites librairies à Ah, Reims, à sympa. Paris et Sympa. autres. Ouais, ouais, c'est pas mal, ouais, ouais. Et Mais du du coup, coup, attends, j'ai un truc qui me vient tout de suite à l'esprit. Ils peuvent pas gérer les retours quand les libraires, quand ils achètent ce type de bouquin. Du coup, ils doivent acheter le stock en. Ils prennent un peu de risque pour acheter le stock, j'imagine. Ils achètent leurs exemplaires et ensuite ils se font leur marge, ou et ils peuvent peut-être pas fonctionner en impression à la demande. en fait, ce qu'ils font, ouais, ils font en impression à la demande, mais en gros, ils en achètent un et à mon avis, ils le lisent pour savoir si ça peut rentrer dans leur bibliothèque en plus d'exemplaires, en fait. Ouais, ça leur fait une sorte de service de presse, mais ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ils en ont un en stock, ils ont peut-être même, feuilleté pour voir ce que c'était et puis voilà, quoi. Après, je pense qu'un libraire indépendant, à partir du moment où il apprécie le bouquin, encore faut-il que il ait eu vent de cette sortie sans qu'un représentant, comme une des grandes maisons d'édition, sans qu'un représentant soit venu lui en parler, quoi. Bon, faut Oui, déjà c'est qu'il ait ça. eu la, voilà. Mais j'imagine aussi qu'un petit libraire indépendant, il peut, enfin, c'est un risque, hein, mais il peut aussi acheter du stock, style 20-30 bouquins, et les vendre par lui-même. Oui, ça m'est jamais arrivé encore. Ouais, c'est ça. Mais Bah, faut que le truc soit prometteur, quoi. ouais, c'est ça, faut que le mec il se dise: Ça c'est du bon» et puis ouais, je vais en vendre pas mal. Mais non, ça m'est pas encore arrivé. Je te dis, j'en ai vendu un ou 2 par librairie, donc mais Ouais, bon, c'est déjà c'est sympa de se dire que il y a 2 ou 3 libraires qui ont apprécié ouais, ouais, ton c'est truc. ouais, c'est sympa, ouais, ouais, ouais. Après c'est vrai que bon, j'ai pas vendu beaucoup de livres, hein, sur celui-là. Je crois que j'ai fait 270 livres. Ce qui est quand même Ouais, pas mal pour un c'est pas mal, premier, hein. hein. Ouais, C'est pas c'est mal. pas mal pour un premier. En Mais oui, indépendant, c'est ouais, c'est ça. En plus, juste avec le bouche à oreille, parce que du coup, t'as pas l'outil médiatique derrière pour les vendre. Donc, oui, j'ai trouvé ça déjà pas mal, ouais. Mais bon, alors, il voilà. faut peut-être qu'on dise, j'y pense à l'auditeur, pourquoi on parle surtout de The Book Edition, parce que déjà, c'est celui, toi, que tu connais, mais Ouais, peut-être aussi parce que ce qui est bien, c'est qu'ils impriment en France, j'imagine, à Lille ou Roubaix, non? ouais, c'est ça, c'est ça. C'est une boîte française qui imprime en France. C'est vraiment local, quoi. Et puis, je trouve que le service est plutôt bon. Ils aident vachement, en fait. Enfin, ils aident vachement. Leur site est assez bien foutu. Donc, c'est pour Hmm. ça que je vais présenter le site tout à l'heure. Ouais. Mais leur site est assez bien foutu pour pouvoir savoir étape par étape ce que tu dois faire pour sortir un bouquin. D'accord. Et je ferai juste un petit aparté sur les similarités peut-être avec l'industrie musicale. C'est que on peut comparer un grand éditeur à un gros label de musique. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que ils vont peut-être vous prendre 50 ou 60% de vos revenus. C'est un peu le pacte avec Satan. Enfin, je veux dire, ils vont vous prendre une grosse partie sous le prétexte que, bah oui, ils parlent de votre bouquin, tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est justement pour ça que l'intérêt de plateformes indépendantes comme ça, publiées en indépendant,
c'est très important pour vous parce que c'est comme en musique, sans passer par un label, passer directement par un distributeur qui est un peu l'équivalent de l'imprimeur dans les livres. Ça permet surtout de conserver la plupart de vos revenus et de maîtriser la promotion, la distribution sans être embêté, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Non, ouais, c'est comme les petits labels indépendants. Ouais, c'est exactement ça. On peut peut-être passer sur comment on construit un livre, si ça te Oui. dit. Et je vais Mhm. partager mon écran, par contre. Alors attends, c'est un petit peu long parce qu'il faut que j'appuie sur plein de boutons. Il y a autant de boutons que dans un avion ou... Non, mais faut faire plein de clics. Là, ça devrait marcher. Voilà. Ok. Bah là, juste pour montrer. Alors, déjà, pourquoi je montre ça? Parce que avant de publier un livre, pour le mettre en page, il faut vraiment suivre certaines procédures. Il y a des marges spécifiques, il y a plein de choses comme ça qui doivent être respectées. Et donc, faut d'abord s'assurer de comment on veut l'organiser, son livre, et télécharger en fait un gabarit intérieur de livre qui permet en fait Mhm. de faire un copier-coller de ton Word à l'intérieur d'un nouveau Word, mais le nouveau Word, lui, il aura déjà les marges qui vont bien. Donc ça, c'est le genre de services qui sont proposés du coup chez des gens comme The Book Edition, quoi. Ça, c'est bien. Donc, tu veux dire, quand tu télécharges un gabarit sur leur site, par exemple en 21-29-7, eh bien, ça permet de taper ou de copier-coller ton contenu directement avec les marges qui conviennent si tu comptes sortir ton bouquin en 21-29-7. Exactement, exactement. Tu peux avoir, par exemple, tu peux avoir fait ton livre en 21-29-7 sur ton PC, et puis te dire, ben ouais, en fait, je vais le sortir en A5 parce que c'est ce qu'il y a de plus courant, Ouais. donc en 14-8 par 21. Et donc, du coup, tu vas copier ton 21-29-7 à l'intérieur du 14-8 et il va tout reformater pour suivre les marges et la taille du fichier. Ouais, très pratique, ça. Ouais, c'est bien, ouais. Et puis en plus de ça, ça te permet après de voir aussi comment t'es positionné, si tes chapitrages s'ils sont pas trop, enfin si t'as pas des chapitres qui font 20 pages et puis d'autres qui en font que Ouais. 5, ce genre de Ouais. truc. Hmm. Du A5, par exemple, le cas typique du A5, c'est que c'est quand même la moitié de ta feuille normale A4, quoi. Donc tu C'est vas avoir clair. de temps en temps, du texte qui va déborder un peu, ou si tu as mis des images, les images qui vont être toutes petites. Donc il y a ça Ouais. aussi à voir, quoi. Alors, je pense tout de suite déjà à une chose. Je visualise le truc. J'imagine que c'est pas la peine de perdre du temps à commencer à faire de la mise en page sur votre bouquin quand vous êtes en train de l'écrire sur WordPad ou autre, parce que, en fait, j'ai envie de dire, il vaut peut-être mieux commencer à l'écrire directement sur le gabarit, peut-être, pour éviter de se retaper toute la mise en page une fois que... Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Non, non, mais tu as totalement raison. En fait, moi, pour le premier livre, j'ai fait l'erreur, c'est que j'ai commencé mon premier livre sur du A4 comme ça. Et quand j'ai voulu l'éditer, je me suis confronté à ce que je te disais. J'ai mis du A4 dans du A5 et là j'ai fait waouh. Va falloir en mettre en page. Donc commencer directement avec le bon gabarit, Ouais. c'est important. Après, euh, une fois que tu en as écrit un, tu as pris certaines habitudes que je vais montrer tout à l'heure sur un Word. Tu as pris certaines habitudes qui te permettent de faire des copier-coller de la façon dont tu le fais. Ce qui te permet, par exemple, pour un chapitre, tu vois, normalement, le titre doit être notifié titre dans Word. En fait, tu n'as plus qu'à faire des copier-coller d'anciens titres et tu changes le titre et voilà, c'est fait, quoi. Tu vois, C'est un déjà ta mise template, en quoi. page. Bah, ça va beaucoup plus vite. La première fois, tu galères. C'est pour ça que je voudrais vous montrer aussi les petites astuces pour éviter de galérer, quoi, Ouais. les premières fois, quoi. Mm. Donc il y a ça. Alors après il y a le choix. Donc il y a le choix des dimensions. Ça c'est, enfin voilà, le plus courant pour du livre. Hein. Quand je regarde ma bibliothèque, il y a 80%, Oui, c'est du A5. Hein. tout à fait. 14,8 par 21. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après il y a les différents types de façons de faire les livres, c'est-à-dire les reliures, quoi. Moi personnellement, je pars sur du dos carré collé Oui. pour des questions de coût.
pour des questions de facilité de mise en page, parce que du rigide, tu es obligé d'avoir des doubles paires de pages à chaque fois. Ah ouais. Donc, c'est un peu plus compliqué encore à calculer, alors que le dos carré-collé, tu n'as pas besoin de calculer ton nombre de paires de pages. Hmm. Euh, voilà. Et puis pour la couverture, il y a un truc en plus sur le rigide, c'est que tu as la petite forme là, tu sais, la pliure, Oui, qu'il faut tenir en compte quand tu crées ton dessin, en fait, ta pour couverture. la couverture, ouais. Donc, bon. Donc, moi, je suis parti sur du dos carré collé et je pense que pour un premier livre, c'est quand même pas mal. Ça coûte pas cher. Si tu te Ouais. plantes, tu vas pas te planter de beaucoup. Hmm. Et puis voilà, quoi. Et Ça, c'est j'imagine aussi que dans les formats, là, dans tous les formats que tu nous montres, j'imagine que au niveau de l'impression, le plus petit est le moins cher en impression. Qu'est-ce que tu entends par le plus petit? Tu parles Si de tu la prends taille comme ça? du 11-17 par exemple, si tu fais une simulation peut-être sur un tirage, bien sûr tu vas avoir plus de pages, mais je pense que c'est peut-être plus le format est petit, moins ça sera cher au niveau impression, il me semble. Ouais, je sais pas, parce qu'il faudrait calculer, oui, le nombre de. Alors, on va prendre ça, on va prendre intérieur ça. Euh, Ah, c'est cool, t'as un simulateur. Ouais, ouais. En plus, ils ont un simulateur, ouais, c'est pas mal. Et donc là, tu vas multiplier, je pense, par. Allez, on va mettre qu'on va passer de 120 à 180 pages. Ouais. Donc là, en 11-17, on serait à C'est dans les mêmes prix. 5,35 €. Et par Ouais. exemple, si tu prends du 14-8, avec le même nombre de pages, Le 14-8, soft touch, pareil. Noir et blanc, 120. pourquoi 120? Bah parce qu'il y en a moins de pages. Vu que tu es en Ah plus oui, petit vu que format. c'est plus petit, tu penses que 60 pages, c'est un bon écart? Ah ouais, 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 je pense, D'accord. ouais. On va refaire ça, hop. C'est là qu'on sent la pratique. 50. Ouais, c'est pareil. Ah, c'est pareil, d'accord. À Hmm. peu près pareil. Mais Ouais. ouais, ouais. Bah, ça, on reviendra là-dessus tout à l'heure sur le calculer le coût de fabrication du livre. Mais ouais. Donc il y a ça. Alors après, donc comme je disais, on choisit son gabarit intérieur. Donc ici, dans tu as les différents types de formats. Ouais. Donc la 5 par exemple ici, tu cliques dessus, ça télécharge un fichier Word, c'est un fichier doc, et puis voilà, tu n'as plus qu'à travailler à partir de ce fichier-là. Voilà, c'est le gabarit, c'est un patron, quoi. C'est, ouais. Exactement, exactement. Et après, donc, ça te fait un fichier. Alors, je vais en montrer un là, par exemple. Donc, ça te fait un fichier comme ça. C'est un fichier Word standard. Et à partir de ce moment-là, il faut que tu apprennes comment tu dois structurer ton bouquin euh, pour que les pages tombent au bon endroit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première page, comme ça, celle-ci, c'est celle que tu vois devant toi. Donc, toutes les pages impaires, tu les as devant toi quand tu ouvres le livre. Hmm. Et toutes les pages paires, c'est le dos. D'accord? Donc, ça fait D'accord. que quand tu fais un chapitre, par exemple, on va prendre celui-là. Ici, on est à une page impaire. La page d'après, c'est une page blanche parce que c'est le dos. Et tu Ok. recommences le texte sur la page impaire, à nouveau en face. D'accord. Mais ça, c'est juste pour le début ou c'est durant tout le livre qu'il Dans, faut faire ça? dans tout le livre, il faut faire ça. C'est-à-dire Ah que bon? la première page, ta page où t'as le titre de ton livre, elle doit être en page impaire. Et après, à chaque fois que tu as un chapitre différent, le titre du chapitre doit Ah être sur une oui. page impaire aussi, Oui, oui, je comprends, oui. une page blanche et à nouveau une page impaire. Et ça peut arriver d'ailleurs que tu laisses une page blanche avant d'arriver à la page impaire parce qu'en fait, tu as fini, je sais pas, là, voilà, comme là, tu as fini sur une page impaire et donc du coup, tu es obligé de te laisser une page blanche, Hmm. voilà, ici, avant de tomber à nouveau sur une page impaire. Elles sont sympas, les petites illustrations en transparent de PNG, là. Tu les fais avec quoi, ça? Ça, je l'ai fait avec l'intelligence artificielle. Avec Midjourney?
Non, j'utilise un autre truc sur Discord. Je me souviens plus du titre. Je pourrais t'envoyer le lien, si tu veux. Non, mais ça, c'est génial. Il y a rien de mieux qu'un un fichier image transparent parce que ça prend le fond qu'il y a derrière, ce que je veux dire, tu vois, c'est... Ouais. Ah ouais. Bah, en fait, ce que je fais, c'est que je demande à l'intelligence artificielle de mettre sur fond blanc à chaque fois, et Ouais, comme si c'était dessiné au crayon. Ça fait que tu as des illustrations, tu vois, comme là, c'est blanc, comme si c'était dessiné, enfin, au feutre ou au crayon, quoi. ah, c'est vraiment, c'est bien rendu. Du style, tu tapes dans ton script, dans ton prompt, tu tapes un truc à la fin du genre white background, transparent PNG, un truc comme ça. Ouais, je mets pure white background, parce que sinon il peut te mettre du blanc cassé. Ah oui. Euh, donc je mets pure white background, et black line pour, euh, Hmm. pour, euh, pour que ce soit vraiment du noir comme ça, quoi. Il n'y ait pas de nuances de gris. Alors il y en a certaines, il arrive à me mettre des nuances de gris quand même, mais bon, voilà. Hmm. Ouais, je mets ça dans mon prompt, et après je mets ça au début du prompt, et après, je mets ce que je veux voir. Donc, par D'accord. exemple, là, j'ai dit, je veux quelqu'un qui travaille les métaux, donc j'ai ressorti ça, quoi. Oui, oui, après, j'imagine chaque IA a sa syntaxe. Il y en a certains où il faut mettre tout ce qui est caractéristiques techniques à la fin du prompt, et il y en a d'autres où ça va être l'inverse. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Bah Mais là, en là, gros, là, ouais. pardon, Là, sur Pater. celui-là, j'ai essayé dans les deux sens. J'ai essayé à la fin et au début, et ce qui m'a donné le meilleur résultat, c'était au début. C'est de mettre les caractéristiques techniques au début. C'est ça, ouais, ouais. D'accord. Et on peut faire un petit aparté quand même, parce que les gens sont très divisés sur l'intelligence artificielle. On peut quand même dire que à votre niveau individuel, à vous, ça vous aide quand même à faire un contenu que vous seriez incapable d'abattre tout ce travail tout seul, sauf à passer par... On peut dire quand même que ça libère un peu aussi l'individu qui n'a pas forcément tous les talents, mais qui peut du coup sortir son livre. Oui, bah, tout à fait. Et puis, ce qu'il faut voir, c'est que si tu veux une image qui est du commerce, par exemple, enfin, une image qui est sur Internet, tu es obligé de demander les droits d'auteur, enfin, tu as plein de choses comme ça. Tout à fait. L'IA, ça te supprime cette question de droit d'auteur déjà. Après, Ouais. c'est toi qui as créé le prompt, donc tu as fait exactement ce que tu voulais voir dans l'image. C'est 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 comme ça le si c'était gros intérêt. l'intention de le dessiner, hein, c'est ton intention de le dessiner. Après, Ouais. t'es peut-être pas bon en dessin, donc du coup, c'est vraiment ce que toi, tu as vu dans ta tête. Ça, des fois, c'est pas exactement ce que tu as vu, mais tu es obligé de retravailler plusieurs fois avant d'avoir la bonne chose. Mais ça Ouais. te permet de te passer de ça. Et puis, ça te permet aussi d'éviter de payer, parce que quand c'est un bouquin que tu auto-édites, payer un illustrateur, ça va te coûter plus cher que ce que tu vas gagner avec ton livre. C'est clair. Je prends juste un petit parallèle avec la musique parce que j'avais un pote, il avait sorti un single sur Spotify et il distribue lui-même en fait ses trucs en passant juste par un distributeur. Et il me disait, bon, je fais mes pochettes moi-même et tout avec Corel Art. C'est un peu galère, donc tiens, Doc, tu connais pas un graphiste qui va me faire un truc plus personnalisé? Je lui ai dit, oui, oui, elle, elle est vraiment pas mal. Et ça, c'était juste avant que Midjourney et tout, ça soit rendu aussi populaire. Ouais, Et jusqu'ici, il faisait des pochettes pas mal, tu vois, mais il sortait vraiment, genre, il sort 15 singles par mois, quoi. Et il faisait ses pochettes, donc ça lui coûtait zéro. Et là, forcément, la graphiste, elle lui a facturé 250 euros, mais c'est normal, tu vois. bah ouais. Euh, mais du coup, il a dit, oh purée, bah oui, mais il faut que je vende peut-être 500 singles pour juste pour amortir la pochette. Et après, il s'est dit, je vais essayer quand même un abonnement mi-journée. Et après, pour 40 euros par mois, la différence, c'est que il pouvait faire toutes ses pochettes d'albums, quoi. Bah ouais, ouais, c'est ça. Non, mais oui. Mais alors, je sais que ça tue les petits graphistes, hein, parce que c'est un des problèmes, hein, aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que tu tues certains métiers parce que tu utilises l'intelligence artificielle. C'est aussi, il faut prendre ça en compte derrière. Oui, bien Mais sûr.
Mais d'un autre côté, c'est vrai que pour des gens qui sont pas des professionnels, par exemple, de l'édition et qui doivent faire ça tout seuls et qui sont pas sûrs de vendre un seul bouquin, bah, moi, je pense que c'est un bon compromis, on va dire. C'est C'est clair, pas voilà. c'est clair. Ok. Donc voilà. Après, ouais, après voilà, ici, chaque en tête de chapitre, faut cliquer sur titre, de façon à ce que quand vous allez faire à la fin votre sommaire, le sommaire prenne tous les titres. En fait, en gros, tout ce que vous voyez sur le côté, là, à gauche, là, dans le volet de navigation, c'est ce qui va se retrouver dans votre dans votre dans votre Sommaire. sommaire. Ah, excellent. Et Donc, tu veux dire que en faisant ça, tu automatises, ça va retrouver la page exacte de tel chapitre. exactement, il Ah, ouais. faut dans le sommaire intégrer un sommaire. Il y a un truc quelque part, je sais plus où, mais ça se trouve facilement. Créer un sommaire. Le sommaire, il va Mhm. se mettre comme ça, et après, il y aura plus qu'à faire clic droit, mettre à jour les champs Ah ouais. pour remettre tout le sommaire avec les bonnes pages. C'est ça surtout l'intérêt, c'est que tu aies les bonnes pages en fait. Ah oui, parce que sinon, si tu n'automatises pas ça, tu es bon pour aller rechercher chaque chapitre pour avoir la page, quoi. Exactement, exactement. Donc ça c'est un des trucs à savoir, c'est parce que ça t'aide vachement. Après, il y a aussi la question des titres. Des titres, on va aller là par exemple. Ici, en en-tête, j'ai les numéros de page. Donc sur les numéros de page, j'ai le titre de mon chapitre et j'ai un numéro de page. Le numéro de page est automatisé. En fait, quand tu vas dans les en-têtes et pieds de page, tu peux rajouter ici ton numéro de page. Tu vois, tu cliques là-dessus, Hmm. où tu le veux, il te le met. Après, tu le formates comme tu veux. Et moi, ce que je fais, c'est que je rajoute à la main le titre de mon chapitre. Et comme ils sont liés tous les uns avec les autres, donc c'est-à-dire que, par exemple, non, ça va pas, on va pas le voir sur celui-là. On va le voir sur celui-là, par exemple. Ouais, non plus. Un peu plus loin. Oui, ici, voilà. Donc ici, celui-là, c'est le premier de la section. Et le Ouais. deuxième de la section qui est ici, lui, il est lié au précédent. C'est-à-dire que c'est identique à celui d'avant. Donc du coup, j'ai pas besoin de les copier. Il se copie automatiquement sur chaque page du chapitre. Tu vois. Énorme. Énorme. À savoir aussi que quand tu fais ça, là, tu as une page, c'est une page impaire. Tu essayes de mettre ce titre, enfin ce numéro de page à droite et la page paire qui est là, tu la mets à gauche. Parce que quand tu vas Ah, tourner ton livre, en fait, tu l'auras toujours en haut à droite ou en haut à gauche, en fait. Voilà. d'accord. Alors ça, c'est super hein, d'avoir le rappel des titres en haut des pages, mais on peut rappeler que c'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien. Hmm. J'aime bien parce que tu sais dans quel chapitre t'es, tout ça. Hmm. Et puis, bon, après, c'est une question de comment tu le fais. Hein. Je veux dire, par Oui. exemple, merde, j'ai fermé ça là. Ouais. Bah, par exemple, là c'était mon premier bouquin. J'avais mis juste en bas le numéro de page. Oui. Tu vois. J'avais même pas rappelé en haut le titre ni rien quoi. Ça dépend ce que tu as envie de faire. Ouais, ouais. C'est à la convenance de chacun. Après, il y a un truc qu'il faut bien voir aussi, c'est que voilà, ici, c'est que les pages de titre, comme celle-là, tu ne mets pas de pied de page. Tu mets pas de numéro de page aux pages de titre. Tu Oui, vois, exact. à chaque chapitre. Donc, il faut apprendre à faire, en gros, quand tu vas là, il y a un petit bouton qui s'appelle page paire et impair différentes. Ça, c'est quand tu veux faire ce que je t'ai montré tout à l'heure, à Ouais. avoir un numéro de page en haut à gauche et de l'autre côté un numéro de page en haut à droite. Il faut cliquer sur page paire et impair différentes. Et si tu veux supprimer justement le bas de page, enfin le numéro de page en bas d'un titre, faut cliquer sur lié au précédent. Donc en fait, tu supprimes le fait que ce soit lié au précédent et à ce moment-là, Hmm. tu mets à cet endroit-là. Ok. Donc il y a des petites astuces comme ça à savoir. Mais bon, après, voilà, ça c'est en gros comment on fabrique le livre.
Et moi, je le fais comme ça, en fait. C'est-à-dire que à chaque fois, je fais des copier-coller de mes pages, enfin, mes en-têtes, mes pieds de page et autres, de façon à être toujours dans le même, enfin, avec la même façon de travailler sur tout le long du livre. Et on n'oublie pas, alors, un livre, ça se finit toujours par une page paire, c'est-à-dire la dernière page de dos. Et dans cette page paire, tu dois mettre toutes tes mentions légales. Ouais. Et ces mentions légales, on va en parler juste après. D'accord. Voilà. Très bien. Est-ce que j'ai quelque chose que j'aurais oublié dont on n'a pas parlé? Ah si, un truc important. La police de caractère. Cette police-là, moi, je l'ai utilisée pour mon premier livre. Je me suis galéré. Bandschrift Light. C'est ça, Bandschrift Light. Eh ben, Microsoft ne sait pas traiter le Bandschrift pour en créer un PDF. Ça te fait des trucs tout droits, et c'est laid au possible. Donc, j'ai été obligé de modifier pratiquement l'intégralité de mon bouquin. Et je suis repassé sur une autre police. Et maintenant, en fait, ce que j'utilise, c'est du Corbel. D'accord. Et le Corbel, c'est celui que j'ai montré sur le nouveau livre là, que je suis en train d'écrire. C'est lisible. En fait, ce qu'il faut faire, c'est ça aussi, c'est un petit truc, une petite astuce à savoir. Vous essayez la police que vous voulez, vous imprimez sur du A5 si c'est un livre en A5, et vous essayez de lire la page et voir si ça vous fatigue pas les yeux, voir si et l'avoir mis d'abord en PDF avant de l'imprimer, de façon à voir si la conversion PDF se fait bien, si la lecture se fait bien. Tout ça, c'est important parce que, enfin, la plupart du temps, les gens font du Times New Roman. Ouais. Mais si on veut avoir une petite touche spéciale dans sa police de caractère, c'est quand même pas mal de faire des essais avant. Ouais. Parce que ça change toute la mise en page d'un bouquin. Hein. C'est-à-dire que tu passes du Bandschrift au Corbel, il te manque 2 pages à la fin de ton livre. Non, mais c'est ça. D'où l'intérêt de bien s'organiser avant pour éviter de perdre du temps. Parce qu'il suffit pas de faire à la fin CTRL A et puis je vais changer toute la police. Bah, du coup, toute votre mise en page va être changée. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ça. Est-ce que, on va montrer une petite fonction bien pratique à nos spectateurs. Frater, est-ce que tu peux nous faire CTRL F? Ouais. Donc, par exemple, avant que vous ayez fait votre chapitrage automatique, si vous voulez retrouver un élément rapidement dans votre document. Ah oui, ok, tu as cette version de Word. Pareil. Ok. Donc, sur PC, dans plein de programmes, ça peut être CTRL F. Là, c'est rechercher. Par exemple, tu vas taper une phrase si tu as envie de la retrouver. Tu te souviens par cœur d'une phrase que tu as écrite? Non. Circuit. Donc, par exemple, quand vous avez besoin de retourner à un endroit particulier. T'as les 15. Voilà. T'as les 3 qui se. T'as les résultats à gauche qui s'affichent et tu peux retrouver très vite. Ça peut être pratique, ça. Ouais, c'est assez pratique. Et surtout quand t'as fait des erreurs, parce que ça m'est arrivé aussi de faire des erreurs de traduction sur certains bouquins. Ouais. Et obligé de retrouver l'erreur de traduction à chaque fois, tu reprends le truc et tu fais et en fait, il t'affiche toutes les erreurs que tu as faites sur le côté. Grave. Alors après, il y a aussi d'autres fonctions hyper pratiques. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus, mais tu as aussi les fonctions remplacer par qui existent aussi dans WordPad. Et ça peut être très pratique parce qu'il arrive certains cas de figure. Par exemple, quand tu chopes, tu sais, des fois, tu as des OCR de texte, c'est-à-dire tu as certains logiciels qui vont pouvoir numériser en fait un manuscrit imprimé. Bon, et il va reconnaître chaque lettre. Et parfois, il y a des patterns dans les erreurs et il va faire exactement la même faute. Et il y aura peut-être 100 fois la même faute dans un scan OCR. Et
quand tu fais remplacer par, tu vois, tu as cette fonction qui peut permettre de rapidement remplacer toutes les mêmes occurrences dans un document. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ça, c'est Oui, oui, pratique oui. aussi. Bah, moi, c'est ce que Voilà. je fais. C'est ça, là, tu fais rechercher, tu remplaces tout. Par exemple, tu t'es gouré parce que l'OCR, tu as mis collect if ou un truc comme Hmm. ça, là, tu vois. Tu peux modifier tout en faisant un remplacer par ici. Ouais. Et voilà, ça, c'est assez merveilleux. Ou parfois, dans certains cas, tu vas avoir des tabulations ou des espaces qui sont non souhaités. Et bah, Oui. tu vois, tu peux faire truc d'origine, espace, remplacé par, tu fais supr, donc ça fait rien. Et donc, tu remplaces les espaces par rien, par exemple. Pardon, ouais. Ouais. Ouais, non, c'est assez, ouais. Hmm. Donc voilà, voilà. Alors attends, je crois que, ouais, on était arrivé au bout de comment utiliser Word, entre guillemets. C'est pas utiliser Word, mais c'est vraiment avoir toujours la bonne structure, donc avec les bons numéros de page où il faut, tout ça. Alors, si Euh, vous avez la flemme de payer un abonnement et tout, ce que je peux comprendre, vous avez aussi en version libre OpenOffice, hein. ouais, ouais. Oui, oui. Alors attends, hop, je vais fermer celui-là. Voilà. Donc on est arrivé là. Après votre livre est écrit dans le format Word. Après, il va falloir passer à la couverture de livre. Aïe, Et aïe, là, aïe, 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 aïe. si vous êtes, si vous savez pas vous servir de Photoshop, c'est soit vous avez un pote qui sait se servir de Photoshop, soit vous allez galérer un petit peu en fait. Donc ce qu'on fait, déjà on a une aide avec The Book Edition, c'est que on peut télécharger un gabarit de couverture. Hmm. Donc le gabarit de couverture, en gros, on va faire, par exemple, on veut un dos carré collé, C'est format plus classique, ouais. 5. Ouais, c'est ça. Noir et blanc. Alors je déconseille la couleur au niveau des pages parce que ça coûte une fortune. Donc Ça coûte une fortune, ouais, ouais. Je pense que ça double quasiment le prix d'impression. mais carrément, ouais, ouais, c'est du simple au double. Ouais. Alors Là, j'ai après, pas. moi, je vois. En fait, si je sais ça, c'est parce que il y a un éditeur qui gentiment m'envoie régulièrement des bouquins et je regarde tout. En fait, tous les résultats. Il faut dire quand même que comme le grammage est différent, ça doit être 90 grammes en noir et blanc et 120 en couleur parce qu'il faut pas que ça se voit de l'autre côté, je crois. Et je crois que quand tu commandes par ces imprimeurs-là du couleur, le résultat est magnifique, hein. Même le papier, la texture du papier est juste magnifique. Ah mais oui, non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et, Mais ça et, et coûte une d'ailleurs, fortune. ouais, si d'ailleurs chez The Book Edition, si tu prends la version rigide, c'est forcément du papier couleur dedans. D'accord. Et donc bon, ils font pas autre chose en rigide. Mais c'est vrai que c'est beau. Enfin, c'est beau le Bah, couleur. tu Mais peux faire une version luxe comme ça. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais là, tu vois ce que je t'ai montré tout à l'heure, 120 pages, 150, 120 pages, 5,50 €. J'ai fait la simulation 120 pages en rigide. T'es à 25 T'es à en 25 €. Ah oui, d'accord. prix de fabrication. C'est-à-dire que ton prix de vente, il va être aux alentours de 40. Tu le vends pas ton livre. Alors, Enfin, Frater, chez moi, le son, ça coupe complètement là. ah, C'est complètement numérique. Est-ce que tu as un souci sur l'ordi ou... non, j'ai pas l'impression. Tu m'entends là? Ah là, voilà, là c'est bien là. Ouais. Ok. Bah, je sais pas ce qui s'est passé. Ok. Euh, tu- j- j'en étais où? Tu as entendu? Qu'est-ce que t'as pas Et entendu du coup? oui, eh bien tu nous disais, hein, je vais reformuler, que si tu passes à la version reliure luxe là en couleur, ça fait en couleur automatiquement, et tu passes pour un coût d'impression, tu passes de 5 € à 25 quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mm. Donc du coup, ça va t'obliger de vendre ton livre à 40 € dans ces eaux-là, parce que tu es Ouais, obligé de garder les 30% pour les libraires. ouais. Donc et puis voilà, c'est assez énorme. Je veux dire, c'est trop quoi. Oui, Donc alors c'est on peut dire tout de suite qu'il y a aussi l'alternative, hein, tu n'es pas obligé de passer
par les circuits de distribution librairie, je pense que tu peux aussi décider de juste d'avoir un lien vers ton livre et de le vendre toi-même. Et là, tu n'es pas obligé de mettre la marge de 30%, c'est ça? Non, alors ça dépend. Alors, tu as deux choses. T'as soit enfin, si tu prends ton... Alors, attends, comment ça se passe? Si tu valides ton livre, il y a une case à cocher où il y a marqué distribution en librairie possible ou pas, en fait. Et ça, tu peux décocher en disant non, je ne la veux pas en distribution en librairie. Ça, tu peux le faire. D'accord. Ouais. D'accord. Mais voilà, ouais. Ok, donc là, on va faire ça. On va dire 120. Hop. Voilà, ça, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et donc, là, on fait télécharger le gabarit. Et en fait, il va nous télécharger un fichier. Ah oui, mais merde, je ne vais pas pouvoir le partager. C'est pas grave. Du coup, je vais montrer peut-être. Alors, je ne sais pas si je l'ai là. Si je l'ai là. Voilà. En gros, voilà ce qu'on a. Ça, c'est la couverture de mon livre. Ouais. Donc ici, tu as les marges autour qui sont les marges de coupe parce qu'ils vont couper, tu vois. Ouais. Et en fait, ton livre se trouve avec l'avant, la première de couve qui est à droite et la quatrième de couverture qui est à gauche. Ouais. Quand tu envoies le fichier, de façon à ce que eux, quand ils impriment ça sur leur gabarit, et en fait le pliage va se faire où tu as le truc noir ici, la bande noire enfin moi j'ai mis une bande noire, ça peut être la même tranche. image au bout quoi, hein. Mais la tranche elle va être au gabarit, et là en fait ça va être cette dimension là va être faite par rapport au nombre de pages que tu as dans ton livre. Bah oui, c'est clair. Voilà. Donc du coup voilà, donc on a téléchargé le gabarit. Le gabarit lui va donner quelque chose. Je sais pas si on le voit. Si, voilà. Le gabarit, ça va être quelque chose comme ça. Tu vas avoir deux traits là, et deux traits là. Moi, ce que je fais, c'est que je prends Photoshop, je crée un calque supérieur où j'ai ces traits là que je redessine par-dessus leur gabarit. Et après, je fais un calque inférieur où je vois mon image. Donc, je sais où va être le trait de coupe par rapport à l'image que j'ai mis, tu vois. D'accord. Ça, c'est valable, j'imagine, si c'est un peu technique, si tu veux vraiment personnaliser ta couverture. Oui. Mais tu peux avoir une couverture blanche. Tu peux leur demander une couverture blanche avec marqué juste le titre dessus. J'imagine ils ont peut-être une façon plus simple aussi de procéder si tu veux faire une couverture simple. Oui. Je crois qu'il y a. Alors là, c'est faire appel à nos graphistes. Tu vois, ça, c'est un problème. Parce que pour moi, c'est ça le problème. Là, tu vas avoir un coût de 400 balles juste pour. Ah oui, non, c'est clair. Non, je pensais pas à ça. Je pensais. T'as certains imprimeurs comme ça où à la fin, ils vont te dire est-ce que vous voulez finalement avoir une couverture blanche avec juste un fichier image dessus que tu as fait préalablement, et ils s'occupent eux-mêmes de faire les marges, tout ça. Ah, je sais pas s'ils font ça. J'ai pas essayé. Parce que moi j'ai fait le mien tout seul, donc c'est. D'accord. Donc toi tu fais un peu à l'ancienne, de façon un peu personnalisée, c'est-à-dire tu télécharges aussi ton gabarit pour la couverture. C'est ça. Ah ok. Ouais, et je refais tout moi-même. Je fais mon dessin moi-même, mes fontes, mon texte, ma quatrième de couverture. Je fais tout moi-même. Sachant qu'à la fin, donc une fois que ça a été fait, donc une fois qu'on est avec ça, ici, t'as pas encore eu ton ISBN, tu vois. Donc tout ça, ça reste vierge parce que tu peux pas avoir ton code barre et tu peux pas non plus avoir l'ISBN à mettre ici, ni l'achever d'imprimer, ni rien en fait. Bien sûr. Ouais. Donc moi je laisse ça vierge avec des petites étoiles. Je laisse une place ici pour mettre pour mettre mon code barre et je le colle après. Et on va voir maintenant comment on fait pour l'ISBN en fait. D'accord, Frater. Parce que j'imagine aussi que tu peux déjà avoir en stock une liste d'ISBN qui t'a déjà été attribuée, et tu peux déjà savoir parfois quel est ton ISBN pour cet ouvrage.
Oui, ça tu peux. Alors moi je l'ai pas fait. Moi je le fais à chaque fois en fait. Je me fais un D'accord. ISBN à chaque fois. Mais c'est vrai Mmh. que tu peux demander, je crois jusqu'à 10, si ma mémoire est bonne. Mmh. Je sais plus jusqu'à combien tu peux. Donc ça, c'est l'AFNIL, c'est eux qui s'occupent de fournir des ISBN, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Alors je sais pas. Ah oui, on va peut-être commencer par un autre truc avant. Oui. Euh, avant de créer ton ISBN à la FNIL, il faut que tu saches ton prix de vente. Ah, ah bon, d'accord. Alors déjà, on va essayer de clarifier pour les newbies, les débutants totaux. Un ISBN, c'est un numéro d'identification. De la même manière que quand vous publiez un album de musique, il faut aussi une identification. C'est ce qui permet de répertorier votre ouvrage et de savoir en fait avec l'ISBN quel est l'éditeur, quelle est la personne qui a écrit le truc et ça permet d'avoir une base de données en fait internationale quoi. C'est ça, exactement. Tu as tout en fait à l'intérieur de ton ISBN. Tu as le nom de ton livre. Si tu écris sous pseudo, tu as ton pseudo, tu as ton nom Mhm. légal, Ouais, tu as ton prix de vente, tu as ton ouais, imprimeur, ouais. tu as des fois ton éditeur. Donc quand tu es en imprimeur, comme The Book Edition, tu n'as pas besoin de noter ton éditeur, tu mets juste ton imprimeur. Et ils savent que c'est D'accord, de oui, l'auto. oui. Ils savent Et que c'est d'ailleurs, ouais. c'est pas ça qu'il faut utiliser. C'est pas je suis une société. C'est je suis un particulier auto-éditeur. Voilà. Voilà. Et donc du coup, tu as ton ISBN sous 3 semaines. C'est pas énorme. Hein. Ça va. C'est pas. Ça va. Ça Euh, va. mais ça te coûte que 30 euros. C'est-à-dire que même si t'en vends pas de livre, voilà, ça t'aura coûté 30 euros. Et puis ton dépôt légal qui lui va t'avoir coûté 2 livres en fait. Ouais. Alors, je crois que la bonne affaire, la FNIL, avant 2019, ils te fournissaient à 50 ISBN gratuitement. Maintenant, tu dois payer. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ouais. Je sais plus comment on peut. Je sais plus. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ouais, de toute façon, il n'y a pas le choix. Non, non, il n'y a pas le choix. Là, maintenant, tu es obligé à nouveau de te remettre là. Donc, du coup, tu es obligé de créer. Donc, tu vas ici, tu crées, tu donnes tes coordonnées, machin. Sous 3 jours, il t'envoie un code. Il Hmm. t'envoie un accès à leur site. Et seulement à ce moment-là, tu peux commencer à créer ton ISBN. Donc il y a quand même un petit temps entre le moment où tu fais ta demande d'auto-éditeur et le Hmm. moment où tu crées ton ISBN. Alors, peut-être à ce point-là, Frater, on peut peut-être faire un petit comparatif entre les différentes plateformes d'édition, enfin, que je connais un peu, parce que j'ai des potes qui font ça. Je crois que BOD, par exemple, ce qui est bien, c'est qu'ils te fournissent un ISBN parce qu'ils sont éditeurs, c'est-à-dire, enfin, si j'ai bien compris, alors que The Book Edition, par exemple, c'est à toi de le trouver, de te démerder. Néanmoins, il y a des choses qui sont plus pratiques, enfin, qui sont mieux sur Book Edition que BOD. En fait, il faut vraiment comparer tout, ça dépend de votre Oui, situation, quoi. oui, oui, moi j'ai montré celui-là parce que c'est celui que je connais et j'ai fait tout à la main tout seul. Donc Ouais, voilà. c'est voilà, ça permet de voir aussi tout le cheminement. Oui, Mais je sais clairement. que c'est plus simple là-dessus en fait sur cette partie-là. Et il faut Ouais, qu'on ajoute aussi, si tu passes par Kindle Publishing de Amazon, ce qui ne sera pas le cas de figure aujourd'hui, hein, j'imagine, mais l'avantage d'Amazon, entre guillemets, c'est qu'ils te fournissent un ISBN, mais qui n'est valable que dans leur circuit de distribution. C'est-à-dire, si tu décides de distribuer en dehors d'Amazon, il faut que tu aies un nouvel ISBN. ah ouais, je savais pas. Ouais, Ouais, d'accord. c'est ça Mais le piège. Mais je crois qu'il y a une. D'ailleurs, quand tu fais ta demande d'ISBN chez eux, là, quand tu vas pour créer ton ISBN, il y a un moment, ils te demandent si tu veux un ISBN pour un format papier ou si tu veux un ISBN pour un format papier et un format électronique. Exactement, exactement. Ouais, de ce que mon pote m'avait dit, c'est ça. Alors, là aussi, il faut qu'on fasse un petit aparté. Je ne sais pas si tu l'avais prévu plus tard, mais
l'ISBN, il est obligatoire pour vous si, à partir du moment où vous publiez dans le commerce, en fait. C'est ça. Par contre, vous avez le droit, vous avez le droit de sortir un bouquin à seulement 10 exemplaires et distribuer à votre famille. Et vous avez le droit quand même de le déposer, si je dis pas de conneries, à la Bibliothèque nationale de France. Même s'il n'a pas d'ISBN, vous avez le droit, mais vous n'êtes pas obligé là du coup, mais vous avez le droit de le déposer sans ISBN si c'est juste pour vendre à vos amis ou à votre famille. Par contre, à partir du moment où il y a une distribution publique et où c'est distribué en librairie, etc., vous êtes obligé de passer par un ISBN. Et c'est le cas aussi pour les e-books. Si ces e-books sont distribués via des plateformes, via des distributeurs. Mais normalement, si vous vendez un e-book seul, par exemple, vous avez le droit aussi de le distribuer vous-même sur votre plateforme Gumroad, j'en sais rien moi, vous n'êtes pas obligé de mettre un ISBN pour un format numérique. Néanmoins, des plateformes comme The Book Edition, ils vont vous le demander en amont si vous décidez de publier en même temps la version numérique et la version papier. Et je pense que, Frater nous le dira, mais en général, le mieux, c'est de mettre les deux ISBN au début, dans l'ouvrage, pour la version numérique et papier directement, comme ça, on sait quelle version se réfère à quelle version. Ouais, je pense que. Ouais, alors ça, je sais pas, j'en ai pas publié en version électronique. Je me suis. Moi, le truc, je trouve ça vachement intéressant et comme je t'ai dit, mes parents étaient dans ce milieu-là et puis j'ai des potes qui le font et ça m'intéresse vachement parce que ça ressemble beaucoup à d'autres domaines et tu me connais, quand un domaine m'intéresse, je m'y intéresse à fond, donc ouais, ça c'est des petites anecdotes du coup qui peuvent être utiles, j'imagine, à nos auditeurs, quoi. Ah oui, c'est clair, ouais. Bah ouais, c'est ouais. Et puis c'est vrai que il y a quand même un intérêt aujourd'hui avec le numérique de pouvoir le vendre en numérique parce que il y a des gens qui n'ont pas de grande bibliothèque et puis qui lisent sur leur petite tablette. Ouais. Et puis c'est pareil, tu peux aussi acheter la version papier et la version électronique parce que tu pars en voyage et t'as pas envie d'emmener ta bibliothèque, quoi. Mais C'est clair. ouais, non, c'est intéressant d'avoir les deux. Moi, je l'ai pas fait parce que, je voulais vraiment l'éditer qu'en papier. Mais peut-être que le prochain, je le ferai avec les deux. J'y ai pas encore réfléchi. C'est clair. Il y avait juste un dernier truc qui me venait en tête, qu'il faut quand même qu'on prévienne les écrivains en herbe parmi nos auditeurs, c'est que il faut pas vous faire de cinéma. Si vous écrivez sous pseudo, faut quand même le dire, avec la structure de l'ISBN et puis toutes les informations que vous demande la BNF, etc., il y a forcément quelqu'un quelque part, ou si ce n'est même votre éditeur, si vous en avez un, il y a forcément quelqu'un quelque part qui sait quel est votre vrai nom, évidemment, faut pas se mentir. Ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, donc à partir du moment où il y a un ISBN et vous êtes auto-publié, même si vous utilisez un pseudo, le pseudo doit être relié à une identité qui est réelle. Voilà. Moi, ça a été un grand dilemme. Je me suis demandé au début si je mettais un pseudo, si je mettais Frater7 en pseudo ou si j'utilisais mon nom de famille. Et je me suis dit bon, ouais, de toute façon, le bouquin il est publié, il va traîner dans plein de mains. Autant dans mon vrai nom et puis voilà, quoi. Oui. Ouais, je comprends ce que tu dis. Oui, c'est clair parce que de toute façon, celui ou celle qui a envie de savoir, il saura, voilà. Donc, ouais, c'est clair. Ouais. Ne serait-ce qu'en allant rechercher dans la base de l'ISBN, t'as tout. Exactement, c'est ça. Donc voilà. Après, l'ISBN, ça prend généralement 3 semaines et tu reçois un email avec le code barre et ton numéro d'ISBN. Okay. Alors, je t'avoue que le code barre qui t'arrive par email avec l'ISBN, il est dégueulasse. Il est pixelisé à mort. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, je suis allé sur Techit. Donc, tu le refais, toi, tu le refais.
et je tape mon ISBN ici, et ça donne quelque chose de propre que je peux télécharger pour pouvoir l'intégrer justement à mon fichier ici. Voilà. D'accord. Ok. Oui, tu fais tout à la mano. Et il me semble qu'ils doivent avoir aussi une option, si tu es un petit peu plus débutant, si tu choisis, tu sais, l'automatisation là, pour la couverture, je pense que en mettant juste ton numéro de ISBN, ils te font aussi le code barre eux-mêmes si tu prends la version simplifiée, tu sais, pour la couverture. Oui, je pense, ouais. Ouais. Et ça c'est vraiment un truc à vérifier chez eux. Je sais pas comment ça se passe pour les couvertures simples, Ouais, faudrait regarder. oui. Ouais. Mais Voilà, je et sais que donc parmi tous les imprimeurs, là, entre BOD et tout, la plupart du temps, en version simplifiée, l'imprimeur, il prend ton ISBN et il te génère le code barre. Mais effectivement, ce que nous montre Frater 7, c'est la manière de faire à la mano, ce qui est toujours mieux, sur la totalité de la ligne, quoi. bah ouais. Après justement, t'as tout et dans ton bouquin. Alors ah merde, j'ai fermé le bouquin. Donc la dernière page de ton bouquin, t'es obligé de reporter aussi ton numéro d'ISBN dessus. Hmm. Donc il faut attendre de l'avoir avant de pouvoir finaliser ton livre, et il Eh faut oui. attendre d'avoir ton ISBN avant de finaliser ta couverture. Hmm. Et une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as ton ISBN, t'as ton ISBN, que tu as finalisé ta couverture, il faut aussi prendre en compte le moment où tu vas faire ton dépôt légal et ton achevé d'impression. Parce que ça aussi, c'est à noter dessus. Oui. Mais euh, alors, c'est La dernière compliqué. page, hein, c'est ça? Ouais, la dernière page, ouais. Euh, Ta dernière page est et ici aussi, hein, sur ta dernière page et sur ta couverture, ici, tu as l'inchevé d'imprimé que tu dois reporter et ton dépôt légal que tu dois reporter. Alors ça, t'es pas obligé de le mettre sur le quatrième de couverture, mais peut-être que c'est automatique, mais c'est jamais obligatoire. Non, mais moi je le remets quand même. Mais sinon, c'est la dernière page normalement qui fait foi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est la dernière page qui fait foi. Ouais. La dernière page, oui, à l'intérieur. Ouais. À l'intérieur, ouais. C'est la dernière page paire. En fait, elle doit être vierge avec juste ça en bas ou au milieu, en centré, où c'est noté, où ces informations-là sont notées, quoi. Alors, ce qui est pas mal, ce que je vois, c'est qu'il y a juste le mois et l'année pour la date d'achevé d'imprimer. Et Ouais. ce qui permet, j'imagine, si tu as écrit ton bouquin le 1er juin, ça te laisse de la marge pour le dépôt légal, etc. Et ça reste valable jusqu'au 31 juin, quoi. C'est ça qui est bien, j'imagine. Ouais, c'est ça. C'est assez compliqué quand même. Enfin, faut gérer le temps, surtout avec The Book Edition. Donc, Ouais. tu dois commander ton premier livre euh, pour pouvoir le lire, hein, pour pouvoir être sûr que tu as bien tout, tout bien. Parce que tu as beau avoir un fichier Word que Ouais, tu as c'est pas pareil. revérifié, Faut que tu puisses te rendre compte. revérifié, faut que tu puisses te rendre compte, ouais, voir si les polices sont pas ressorties en gras, voir si tous tes chapitres sont bien en page impair. Enfin, tout ça, c'est des La choses à vérifier qualité quand du tu relis. papier, ouais, tout ça. Ouais, c'est ça. Et donc, tu as intérêt à le relire une première fois avec la version papier. Alors, tu vas vite, hein, parce que tu t'en fous du texte, vu que tu l'as déjà fait corriger par quelqu'un qui sait bien parler français. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je le donne à mon épouse qui me le relit Ouais. et qui corrige les fautes d'orthographe ou les fautes aussi de grammaire ou de syntaxe. Et puis, une fois que j'ai ça, une fois que c'est corrigé, je sais qu'il n'y a plus rien à retoucher dedans, mais tu es pas à l'abri d'une page qui a sauté. Tu vois, ce matin, par exemple, j'étais en train Ouais. de bosser sur mon nouveau livre. J'avais oublié de mettre une page vierge après un chapitre. Donc du coup, je me retrouvais avec après tout le reste de décalé. Donc là, je l'ai Hmm. repris ce matin. Mais ça arrive, tu vois. Donc c'est ça qu'il faut faire gaffe. C'est bien tout relire déjà sur le PDF. Et après, une fois que tu as la version papier, relire cette version-là euh, pour voir toutes ces petites infos-là. Et Et du coup, du si coup, ça te convient, tu peux la garder pour le dépôt légal, j'imagine? ouais, tu peux envoyer cette version-là pour le dépôt légal, mais le dépôt légal, il t'en demande deux maintenant. Il t'en demande 2 exemplaires? Bah, en fait, si tu es pas sûr d'en vendre plus de 200, il t'en Ah, demande d'accord. deux exemplaires.
Donc comme Hmm, moi je savais pas si j'allais en vendre plus de 200, j'en ai envoyé 2 à la BNF. d'accord. Alors ça c'est quelque chose d'important aussi à savoir. Quand vous faites un dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France, vous ne payez pas l'envoi. C'est-à-dire que vous mettez dans une boîte aux lettres vos 2 livres avec une référence dessus qui est notée dépôt légal, je sais plus quoi. Enfin, c'est bien marqué sur. C'est une franchise de poste. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc du coup, vous payez pas l'envoi de vos livres à la Bibliothèque nationale de France. Mais donc ah oui, donc c'est là où je voulais en venir. Euh, Donc l'achevé d'imprimer, c'est le jour où ils impriment, enfin c'est le mois où ils impriment la première version qu'on va recevoir chez soi. Et le dépôt légal, c'est le mois où ça va être déposé à la Bibliothèque nationale de France. C'est-à-dire que si on passe par The Book Edition qui va mettre une semaine à l'envoyer chez soi, euh, on le reçoit chez soi, on le lit, ça va prendre à peu près 2-3 jours pour s'assurer de tout. Après, on en recommande. Il faut avoir intérêt à avoir commandé le truc au début du mois pour pouvoir mettre l'achevé d'imprimé le même mois que le dépôt légal. Si on commande au Ok. milieu de mois son T'es dans la premier, merde. premier livre, faut déjà mettre le dépôt légal à juillet, quoi. Par exemple, là, t'as juin, t'as l'achevé d'imprimer en juin parce que ça a été commandé mi-juin, et il faut se dire que le dépôt légal il sera fait que le mois d'après. Donc il Ouais. faut être prévoyant quand on fait justement quand on remplit ici les informations du dépôt légal et de l'achevé d'imprimer. Faut se donner un petit peu de marge, à moins d'être sûr de faire tout le même mois, c'est-à-dire le mois prochain, tu dis voilà, bon, j'aurais fini au mois de juillet, je commande le 1er juillet, ma première édition, et j'envoie le dépôt légal euh, aussi au mois de juillet, ça peut se faire. Sinon, tu fais comme j'ai fait, j'ai, j'avais commandé 3 bouquins dès le départ. Comme Ah oui, ça, d'accord. je me suis dit, s'ils sont pourris, j'en jette 2, enfin, j'en jette 3 à la poubelle de toute façon. Mais au moins, bah, j'ai les deux pour la Bibliothèque nationale de France et j'ai le mien à relire. Et comme ça, tu peux le Hmm. faire dans la foulée, quoi. Et quand tu commandes tes livres pour toi-même, tu as un prix réduit, j'imagine? Ouais. Bah, en fait, moi, je les paye. Alors, attends. Parce qu'on va être totalement transparent, du coup. Bah non, je peux aller là directement. Euh, vous recherchez. Voilà. Moi, je les paye 7,02 si je les prends pour moi. Ouais, d'accord. C'est prix coût. C'est le coût qui te réduise. Tu vois, je t'ai dit tout à l'heure Ouais. 12,93, c'est ma marge. Eux, ils Hmm, me l'envoient 7,02 plus les frais de port, donc je paye des frais de port quand je les ai pour moi. hmm. Par contre, enfin, moi j'en ai commandé beaucoup, hein, comme ça. Hein. J'ai dû en commander une trentaine comme ça pour faire des dédicaces. D'accord, oui, bah oui, d'accord, effectivement. Oui, tu peux les vendre toi-même aussi, quoi. Oui. Par contre, il y a un truc que tu n'as pas le droit de faire, et ça c'est important. C'est aussi une question de la FNIL, et c'est pour ça qu'ils te demandent de mettre ton prix de vente. T'as pas le droit de vendre tes livres moins cher que ce que tu as défini dès le départ. Oui, ah bah oui, oui, c'est clair, parce que c'est un prix public, quoi. Exactement. Et tu as le droit qu'à 5% de déviation, je crois, entre ton prix, pardon, entre ton prix public et le prix de vente mini que tu peux faire. D'accord. Donc 5%, c'est pas beaucoup. Hein. Hmm. Donc voilà. Donc là, tu vois, voilà, toi, t'as des réductions et t'as même des réductions par quantité parce que si t'en achètes 5, je crois, non. Bon, bah, normalement, tu as des réductions par quantité, mais je sais pas pourquoi ils se mettent Mhm. pas à jour. Ouais, c'est Faudrait- marqué, là. Tu vois que c'est décroissant. Ouais. Mais si tu veux des pains au chocolat, du coup. Donc voilà.
Ouais, bah donc voilà, c'était à peu près tout. Après, au niveau, ouais, donc après au niveau du dépôt légal, quand tu as tout bien fait, tu as reçu tes bouquins, normalement tout est bon pour que tu puisses les vendre. Et là, bah, eux, ils te le publient directement dans leur librairie, tu vois, donc elle est sur leur site. Ouais. Et puis, si tu as pris leur option vente par Amazon ou autre, ben, à ce moment-là, ils le mettent aussi au catalogue Rakuten, Amazon et autres. Donc, Fnac, tout ça. ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Super. Voilà. Ok, ok. Est-ce que tu penses avoir... Excuse-moi, hein, parce que des fois, je te coupais parce que je pensais à quelque chose. Est-ce que... j'espère que je t'ai pas fait oublier des étapes. Non, non, je pense pas. Je pense pas. Je suis en train de regarder, mais je pense pas qu'il y ait des étapes qui aient été oubliées. Non, 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 tout a été dit. Après, comme je disais, enfin, faire connaître son livre, c'est ce qu'il y a de plus compliqué quand tu passes comme ça. Hein, c'est clair. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est après, voilà, c'est du bouche à oreille. Et puis, tu auras peut-être moins de difficultés, par exemple, à, à vendre un livre, par exemple, un livre de cuisine. Où tu as des belles images dedans. Alors, par contre, c'est des livres en couleur, bien sûr, donc Mhm. ça coûte beaucoup plus cher. Ouais. Euh, et puis, où tu as déjà une petite notoriété. Par exemple, si tu fais des plats, que tu montres comment tu fais des plats sur YouTube, tu auras peut-être plus de facilité à vendre ton livre de cuisine, tu vois. Que C'est un clair. recueil de poèmes, ça va être plus compliqué parce que déjà il y a beaucoup moins de gens qui vont être intéressés par ça. Ou alors il Mhm. faut vraiment que tes poèmes soient, enfin, qu'il y ait quelque chose dans le fond qui permette que les gens en parlent. Mhm. Ah oui, j'imagine il y a plein de moyens pour les gens de se faire connaître en tant qu'écrivain. Tu peux aussi distribuer des podcasts avec certains chapitres de ton livre. Là, c'est des idées qui me viennent comme ça, hein, sur, Oui, sur Spotify, sur Apple Store. Et du coup, ensuite, il faudrait rediriger, enfin, les gens apprendraient à connaître tes ouvrages. Ça ouais, peut être, oui, sur YouTube aussi. Après, j'imagine, hein, tu vas me dire si j'ai tort, si ton ouvrage est d'extrêmement bonne qualité et que, par exemple, ça peut constituer une référence universitaire, ou tu peux très bien aussi ne faire... Alors, j'imagine, hein, tu vas me dire si j'ai tort. Tu peux aussi ne faire aucune promotion et en ayant choisi le circuit de distribution Fnac, Amazon, tout ça, libraire, tu peux aussi compter sur le fait les libraires entre eux puissent fonctionner en bouche à oreille et finalement que ton livre se vende parce que eux l'ont choisi, même si toi t'en parles pas, même si ça me semble pas forcément réaliste, mais ça peut arriver, j'imagine. ouais, je pense que ça peut arriver. Mais ouais, je pense que c'est plus compliqué dans ce sens-là. Par contre, par rapport à ce que tu disais sur le circuit universitaire, moi, c'est ce que j'ai pensé aussi pour Epic Gnosis, parce que du coup, tu pourrais, ce genre de bouquin-là, tu pourrais le filer à des profs de sociaux et des profs de psychologie, tu vois. Ouais, Euh, parce que clairement, c'est le genre de livre où tu vas avoir quelques références à des mecs comme Léry, à des circuits de conscience, enfin voilà, à toute cette partie-là. Et ça pourrait devenir un bouquin qu'ils proposent à leurs étudiants. Et là, par contre, tu t'ouvres un plus gros marché parce que quelque part, en fait, c'est les étudiants qui achètent le bouquin, quoi. Mais, euh, tout à fait. mais en même temps, D'ailleurs, voilà. quand tu vois, oui, oui, tu peux être surpris parfois quand tu vas à la Bibliothèque nationale ou dans les bibliothèques municipales. Il y a certains ouvrages qui ne sont que dans les circuits bibliothécaires universitaires et qui ont un prix public, parfois c'est 150 ou 300 euros. Hein. Et Ouais, si c'est un sujet extrêmement précis, que vous êtes un spécialiste sur le sujet et que vous savez que de toute façon il y a une valeur ajoutée, etc., vous pouvez très bien, j'imagine, gagner votre vie uniquement avec le milieu universitaire et autres. C'est-à-dire que vous allez avoir uniquement les bibliothèques nationales ou municipales et certains profs d'université, etc., qui vont acheter votre livre
Et vous n'êtes pas forcé de vous adresser toujours à la masse des gens. Hein. Enfin, dis-moi si j'ai tort. Non, non, mais t'as totalement raison. Enfin, il y a plein de sujets comme ça. Hein. Si tu es un bon codeur en informatique et que tu écris un bouquin sur comment coder simplement et autres, bah, c'est pareil, tu vas plutôt passer dans des écoles où les gars ils font de l'informatique et ils apprennent à coder, quoi. Tout à fait. Il y a pas mal de choses comme ça. Et puis, il y a des sujets hyper précis. Si tu es un thésard en égyptologie, par exemple, c'est pareil. Ta thèse, tu peux en faire un bouquin. En gros. Hein, Mais totalement, totalement. C'est souvent arrivé. ah oui, 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 oui. Bah, c'est Je d'ailleurs. pense. Hein, pardon. Non, non, je dis, c'est d'ailleurs les gros succès sur des thèmes particuliers comme, bah, justement, comme l'histoire de France ou autre, c'est souvent des thésards qui les ont écrits, quoi. Ouais, 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 tout à fait. Ils ont adapté leur thèse et ils ont rajouté un titre, vendeur ou pas, un chapitrage, des notes de bas de page, et puis ça fait un livre, effectivement. Ouais. Bah, c'est ça, ouais. Ouais. Donc, il y a Et plein de possibilités, hein, ouais. Il y a plein de possibilités d'écrire des livres sur différents sujets. d'accord. Et j'imagine aussi une dernière possibilité. Tu vas me dire si je me trompe. Tu peux aussi te commander pour toi-même, je sais pas moi, si tu t'achètes 1000 exemplaires de ton propre bouquin et que tu vas toi-même faire le représentant dans certaines librairies spécialisées, tu parlais d'ouvrages techniques, est-ce que c'est possible, tu penses, d'aller voir Erol et de leur présenter le bouquin et qu'ils te le prennent en dépôt, genre 50 exemplaires si tu les as séduits, et tu fais ça toi-même en fait dans certaines librairies et que tu peux gagner ta vie comme ça? Je sais pas. Ça, je sais pas. Mais par contre, il y a un truc qui se fait, et j'ai vu ça dernièrement, là. Il y a des petits salons du livre locaux. Par exemple, pas loin de chez moi, là, il y a un salon du livre qui tous les ans. Ouais. C'est organisé par une librairie du coin. Donc, bah, tu vas voir la librairie, tu leur dis, bah, j'aimerais bien avoir un stand bah, dans votre salon du livre. Et puis, tu es là avec tes 50 bouquins et tu fais des dédicaces et puis tu Ah bah parles un oui peu. aussi, oui. Donc, ça, c'est Ah, pas mal parce que ça te coûte rien. Les gens sont contents d'avoir d'écrivains, entre guillemets, dans leur salon. ouais. Toi, tu as juste une petite table avec tes bouquins dessus et puis voilà, quoi. Mais c'est clair, ça me fait penser à, tu sais, j'ai fait quelques vides-greniers là cet été et il y avait certains stands où bah, il y avait un mec ou une nana qui était écrivain et qui présentait en fait ses bouquins. Tu vois, c'était des trucs fantasy un peu. Ouais. Ouais, ouais. Non, mais c'est ouais, c'est clair. Non, mais moi, je trouve ça bien. Et puis, ça te ramène plutôt au local, tu vois. T'es plus au contact des gens bah, qui sont du coin, avec qui tu peux discuter. Enfin, c'est pas mal aussi. Ouais. Hmm. Et Donc voilà. Frater, pardon, oui, je t'ai coupé dans. Tu me disais que voilà, il y a différents moyens de parler de son livre, de le vendre, etc. Tu voulais ajouter quelque chose? Bah non, parce que enfin moi, tu vois, j'ai écrit mon livre avant que j'aie une chaîne YouTube. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt fait ma chaîne YouTube en fonction des chapitrages de mon livre, plutôt que Ah ouais, l'inverse. d'accord. D'accord. Donc Donc, Epignosis, hein, que j'avais lu en partie sur ma chaîne il y a quelques temps. ouais, ouais, ouais. Bah, et puis merci à toi, hein, parce que ça l'a fait connaître aussi un peu. Hein. Mais non, mais ouais, non, mais je crois que comment dire, là où on a flashé simultanément sur, enfin, très clairement, le point commun qu'on avait, nous deux, je pense, c'est Robert Anton Wilson. Ah oui, Je crois que tu étais tombé sur ma chaîne par hasard et que je parlais déjà du Gus. Enfin, je crois que c'était ça. Mais ouais. très clairement, moi, je me suis dit, attends, putain, il y a un mec en France au moins qui voit de quoi je parle quand
tu sais, quand je fais référence à Wilson, etc. Et donc, le bouquin de Frater, Epignosis, ben, pour moi, ça m'a rappelé beaucoup ce qu'on peut lire chez Wilson, mais aussi pour un côté plus technique, scientifique, entre guillemets, Timothy Leary et d'autres. Mm. Ouais, c'est ça. Bah, et en fait, à l'époque, j'avais mon blog, tu sais, sur lequel j'avais mis la traduction de Prometheus Rising, que j'ai Oui, supprimé. ah oui, 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 c'était peut-être ça l'origine, c'est que Ouais, je savais pas que c'était toi et j'avais lu tes traductions en disant que c'était ton blog. Et ouais, c'est ça. Et je t'ai connu comme ça, et puis je me suis dit, tiens, ben, voilà, quoi. C'est marrant que, voilà, qu'il y ait c'était deux ça. points de vue. Enfin, en plus, on a des points de vue assez similaires sur le sujet, donc c'est assez intéressant. Ouais, 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 clairement. Clairement. Tu veux le nommer ton blog? Tu l'as Non, bah, encore? non, je travaille plus dessus D'accord. maintenant. Entre mon nouveau bouquin et ma chaîne YouTube, d'ailleurs où je vais pas assez souvent. Je ne fais pas beaucoup de vidéos dessus. Je fais une par mois, des fois une tous les 2 mois. Mais Ouais. Non, mais elles parce sont que je toujours préfère. intéressantes. Ouais, mais ouais, mais j'aime bien prendre mon temps, tu sais, pour préparer Ouais. le truc, mettre des images, faire des slides et tout ça. Et comme Mhm. j'ai mon boulot aussi à côté, enfin, je mets beaucoup de temps pour faire quelque chose, pour sortir quelque chose à chaque fois. Non, mais c'est normal, quoi. Et je me disperse parce que tu vois, j'ai fait mon bouquin, donc du coup, maintenant que je suis en train d'écrire le deuxième, je vais pas assez souvent sur ma chaîne. Enfin, mais bon, c'est comme ça. Hein, on a que 24 heures par jour. Oui, c'est ça. Et puis le plus important, c'est peut-être, oui, de laisser comme ça une trace de notre expertise ou de nos passions sur un support écrit. C'est merveilleux de se dire que après qu'on soit parti de cette terre, ça sera toujours là, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ça c'est un point que j'aime bien avec le papier, en fait. Tu vois que je me dis, les fichiers électroniques, tu vas avoir les PDF un peu partout sur Internet, tout ça. Mais en gros, ça va se noyer dans une masse. Alors qu'une version papier, c'est toujours quelque chose, bah, déjà qui se transmet de génération en génération. T'as la bibliothèque du grand-père. Tu te dis, tiens, oh là, ce truc-là, c'est quoi? Tu vois, Ouais. et puis voilà, et puis tu redécouvres des livres. Enfin, moi j'ai découvert plein de vieux livres comme ça, quoi. Mais ouais, je trouve ça bien le papier. Enfin, j'aime bien le papier. En plus, j'aime bien le contact du papier, tu vois. Tiens, ça c'est un point Moi dont aussi. on parlait tout à l'heure. Mais dans la liste des types de couvertures qu'il y a sur The Book Edition, moi j'ai choisi un type de papier, enfin un type de couverture qui s'appelle Soft Touch. Je trouve ça super doux. Tu sais, ça couine Ah, je pas. vois. Il y a un aspect un peu satiné, comme ça, très, très classieux, très, très luxe. Ouais, et puis c'est doux au toucher. Alors Ouais. ça laisse les empreintes digitales dessus, surtout Ah. si la couverture est noire, ça laisse un petit peu d'empreintes digitales. Mais par contre, ça couine pas. Moi, j'aime pas tu sais, le truc bien brillant qui, Ah, quand moi tu non mets ton plus. Ah, doigt, je déteste ça. je déteste. Donc Donc, voilà, oui, moi c'est vrai qu'on n'a pas parlé des textures de couverture et tout, mais en gros, ouais, il y a soit mat ou soit brillant ou satiné. Et puis, c'est ça. Hein, et toi, tu dis que le mieux, c'est euh, l'aspect le plus qualitatif, c'est cet aspect un peu feutré, satiné, là. ouais, c'est ça, c'est le soft touch. Ça s'appelle soft touch à peu près chez tous. C'est doux, c'est un peu mat avec un petit aspect brillant si tu regardes à la lumière. Hmm. Alors, par contre, il y a un autre point chez The Book Edition, il y avait un truc qui s'appelait vernis 3D. En fait, c'est un soft touch avec normalement ton titre qui est vernis brillant. Je Avec trouvais ça. une pellicule Ouais, c'est dessus. ça. C'est Ouais. ça. Je trouvais ça super classe. Mais alors, par contre, ça, c'est eux qui sont obligés de te la faire, la couverture. Donc, du coup, j'ai dit non, laisse tomber. Ah, d'accord. Donc, j'ai préféré le soft touch. Et voilà, ça c'est un point aussi à savoir, c'est quand tu prends ton livre, faut aller plutôt voir dans une bibliothèque ou autre, différents types de livres pour voir les différents touchés, ce que tu aimes Ouais. bien au niveau du toucher, et puis essayer de t'en rapprocher quand tu commandes ton livre, en fait, hein, quand tu fais ta couverture. Hmm. Ok. Voilà.
Eh ben, c'est génial, Frater. Est-ce que si on a fait le tour, bah, j'espère que nos auditeurs ont apprécié cet apport technique pour eh bien, faire ses propres livres et puis les distribuer, puis les vendre. Et bah, écoute, c'est top. Bah ouais, ouais. Et puis bah quand tu auras la première, j'essaierai d'être sur le chat pour Le- bah, justement Nickel. pour répondre à tes questions s'il y a des questions. Super. Eh bien, écoutez, bon après-midi à tous, bonne soirée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon après-midi et puis bah, bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.